avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. La séparation, c'est toujours un moment très difficile dans la vie du couple romantique, du couple parental. Alors c'est quelque chose que moi je ne connais pas, et justement c'est quelque chose sur lequel je me pose beaucoup de questions dans les conséquences que ça peut avoir sur le groupe familial, ou sur l'identité couple, et aussi sur les personnes seules, qui restent seules, qui finalement ne sont plus seules, voilà, dans ces parcours de vie. Et aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler avec mon invité, qui s'appelle Marion Leger. Alors vous la connaissez peut-être, que ce soit sur les réseaux, ou parce que son travail est passionnant, ou parce qu'elle vient de sortir un livre sur le portage qui est vraiment très très intéressant, avec la vue du portage justement au travers de son métier, car elle est psychomotricienne. Elle apporte beaucoup de renseignements, vous l'avez peut-être déjà entendu dans la matrescence, notamment sur les sujets de motricité. Je la tag moi régulièrement sur les réseaux parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges sur les sujets de motricité, et son travail est très très intéressant aussi sur ce sujet-là. D'ailleurs, je souligne tout le travail de l'ensemble des psychomotriciens et psychomotriciennes qui permettent d'accompagner les parents. Moi, je sais que nous, on a eu recours à une psychomotricienne parce que le bilan psychomote était prévu dans mon contrat de mutuelle. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas en profiter. C'est toujours un moment pour, sans chercher à évaluer, à avoir le résultat, pour faire un point, donc c'était intéressant. Mais aujourd'hui, Marion va nous parler d'autre chose, parce que Marion, derrière son activité de psychomotricienne et aussi de photographe notamment, elle a sa vie de maman, elle a sa vie de femme, elle a sa vie de couple, et elle a sa vie de couple séparé, de mère séparée, ce qu'on appelle ce qu'elle appelle elle-même maman solo. Et justement, c'est cette notion de maman solo, parent solo, papa solo que je voulais un petit peu interroger, parce que c'est une situation, comme je vous le disais, que je connais pas. Et ça va être justement ma première question, savoir qu'est-ce que c'est ce concept de maman solo. Je vous souhaite une très bonne écoute. Le papa des enfants les voyait en garde classique, c'est-à-dire, donc moi je les ai en garde principale. Les enfants voient leur papa un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Voilà. Le côté maman solo, je pense que parents solo, ça peut vraiment concerner, pour moi, le quotidien. Voilà, même là du parent. Voilà. À côté de ça, je me suis pas non plus considérée comme un parent totalement isolé, puisque le papa des enfants remplit complètement sa part après de parent, quoi. Je veux dire, je n'ai jamais eu de souci de garde ou quoi que ce soit, de son rôle parental là-dessus. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Bon, ça c'est chouette. Donc déjà, sur la partie parentale, c'est très très cool. On va pas explorer, je le dis tout de suite pour l'auditoire, on va pas explorer les raisons de la séparation, la relation de couple avant, c'est pas notre sujet. Ça va être plutôt être vraiment le côté maman solo. Tu m'expliquais que quand même, être maman solo, c'est une charge mentale du quotidien qui est différente. Oui, complètement. En fait, en m'étant retrouvée toute seule au quotidien, alors quand je dis toute seule, c'est-à-dire vraiment... quand je rentre à mon domicile, je suis le seul adulte, le seul parent avec les enfants. Eh bien, toute la charge mentale du faire les devoirs, vérifier les devoirs, préparer le repas, gérer le rythme des douches, timer en fait, donner du rythme à la fin de la journée, entre les dents, le dodo, les histoires et compagnie. Eh bien ça, c'est vrai que c'est énorme. Donc il y a ça, mais il y a aussi tout ce qui est transversal, c'est-à-dire quand il y a, par exemple... annulation de sport ou de je sais pas quoi, du coup ça vient bouleverser mon quotidien. Ou quand il y a un prof absent, malade ou autre, là c'est pareil, c'est ça à gérer. Et en fait il y a tout ça à côté, devoir gérer et à encaisser aussi. Et moi ce qui m'a, alors ça va mieux maintenant, mais ce qui a été très compliqué pour moi au début, c'était à encaisser aussi toute la charge émotionnelle de quand les enfants ils sortent de l'école, toute la décharge aussi qu'ils ont avec ce qu'ils ont accumulé dans la journée. Et je suis le seul parent à ce moment-là qui va recevoir tout ça. Mais je suis aussi le seul parent qui accueille ce que peuvent, par exemple, transmettre les personnes de l'école au sujet de son enfant. Donc, c'est-à-dire que comme c'est effectivement sur 14 jours, c'est moi qui vais les chercher 2 jours sur 14, à chaque fois, c'était « Ah, il y a un tel, il s'est passé ça aujourd'hui. Ah, vous n'avez pas pensé à signer si. » Et ça, quasiment tous les jours, en fait, quoi. Et ça, comme ça concerne les enfants, il y a... Enfin, alors, du coup, c'est une organisation personnelle, là j'entends, mais comme ça concerne les enfants, échanger avec le papa, peut-être au téléphone, sur le sujet, pour que toi tu puisses décharger, c'est des choses que vous avez mis en place ?
Oui, alors on l'a mis en place au fur et à mesure, quand effectivement il y avait des situations compliquées à l'école, pour un des enfants ou pour plusieurs des enfants, on faisait un point. On faisait un petit point parental. Là, on s'appelle, on se donnait rendez-vous par téléphone une fois les enfants couchés ou quoi. Voilà. Mais c'est vrai que sur le moment, il y a quand même tout ça à gérer. Enfin, je me voyais pas, par exemple, en sortie d'école, on rentre à la maison, il y en a un qui fait une décharge émotionnelle et genre ça me déborde aussi. Je me voyais pas. Enfin, et ça ne m'est même pas venu à l'idée de dire j'appelle, je vais m'isoler dans un coin de la maison, j'appelle leur père. Non, enfin, je gérais ça sur le moment, j'accueillais ça. J'accompagnais comme je pouvais aussi, avec mes moyens aussi du moment. Et puis après, je pouvais débriefer, mais voilà, en toute transparence aussi, sur la première année, je dirais, première année et demie de la séparation, il a fallu aussi que nous, on gère nos propres émotions aussi. Enfin, on accompagne nos propres émotions d'adultes, on gère notre propre quotidien, la réorganisation que ça nous a demandé. Et du coup, c'était pas toujours évident de communiquer là-dessus. Ça, encore une fois, sans entrer dans le détail, c'est juste que vous êtes aussi un couple qui se sépare et C'est ça. peut-être que ça peut être douloureux les échanges. Voilà. Et pourtant, avec les enfants, faut trouver des chemins d'accès. Ouais, ça doit vraiment être des situations très complexes, très très complexes. Je pense qu'il y aura différents épisodes. Je ferai différents épisodes là-dessus. N'hésitez pas, vous qui écoutez l'épisode, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, on va aborder d'autres sujets par la suite, mais si jamais c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez aller sur le lien en description pour aller sur SpeakPipe et laisser un témoignage, laisser votre avis, peut-être votre expérience personnelle. Je pense que c'est un sujet qui est très très varié dans les situations et qui mérite d'être exploré dans toute cette diversité. Et toi en plus, si j'ai bien compris ce que tu m'as écrit, tu te sépares, tu as 3 enfants, tu commences un nouveau boulot et tu déménages. C'est ça. C'est bien. Oui. Voilà. Tu aimes la facilité. Oui, bien sûr. Voilà, je suis quelqu'un qui aime les challenges. Voilà. Non, effectivement, en fait, la séparation est arrivée en même temps que un déménagement. Et parce qu'il y a aussi eu déménagement, il y a eu nouveau boulot. Et donc, ça a fait quand même 3 choses nouvelles et compliquées à réorganiser. Parce que de devoir gérer déjà la séparation, en fait, c'est de devoir le vivre déjà, c'est quand même quelque chose, c'est un séisme en fait, dans le couple, dans la vie familiale. Donc il y a déjà ça à accueillir, à encaisser. Après, il y a le déménagement. Et effectivement, après, il y a eu ce nouveau travail. Donc ça m'a puisé beaucoup de ressources aussi personnelles. Et ce qui m'a finalement beaucoup aidée, c'était qu'au départ, je suis revenue vivre chez ma mère avec les 3 enfants, pour me poser un peu et pouvoir justement repartir. Alors là, je vais vraiment utiliser la métaphore que j'utilise pour le coup dans le cadre de mon travail, en lien, en référence à la théorie de l'attachement. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup reprendre la métaphore qu'utilise le docteur Anne Reynaud, avec qui je me suis beaucoup formée, de l'Institut de la parentalité, où la figure d'attachement est le porte-avions pour les petits avions, qui sont donc les enfants. Et finalement, voilà, moi, à ce moment-là aussi, j'étais tellement avec un niveau d'insécurité activé très fort que je devais aussi retrouver de la sécurité, des repères et tout, avec finalement mon propre porte-avions, qui était aussi donc mes parents. Donc, je suis revenue chez elle et ça m'a aidé à vivre les choses un peu plus facilement sur certains points. Sur d'autres, c'était pas toujours évident. Mais voilà, ça m'a quand même pas mal aidé. Et finalement, ça m'a permis aussi de me recentrer, de me reconstruire petit à petit un début de sécurité affective pour du coup justement aussi sécuriser mes propres enfants. Et ça, c'est quelque chose que je souhaiterais vraiment transmettre aux parents parce que je l'ai d'abord appris au niveau professionnel, mais je l'ai vraiment expérimenté au niveau personnel. C'est que quand on est soi-même adulte avec son propre système d'attachement qui est activé, c'est-à-dire qu'on a son insécurité qui est en mode on, le caregiving, c'est-à-dire le fait d'aller prendre soin de son enfant, le fait d'aller accueillir ses émotions, de l'accompagner, etc. Et il ne peut pas se mettre en mode actif, quoi. C'est très compliqué parce qu'on est soi-même en insécurité et donc on est moins disponible pour sécuriser ses propres enfants. Donc ça, c'est vrai que le fait de pouvoir déjà travailler sur moi, faire des choses pour prendre soin de moi, arriver à me reconstruire une propre sécurité affective, des repères et tout ça, pour ensuite être dispo pour mes enfants, ça a vraiment été quelque chose d'important qui m'a demandé du temps. Ça aussi, j'ai accepté que
non sans difficulté, hein, mais j'ai fini par accepter qu'effectivement, ça allait demander du temps de reconstruction et c'était un temps qui était nécessaire et pour tout le monde, quoi. Voilà. Pendant cette période, du coup, comment tu faisais? Parce que les besoins affectifs des enfants, ils sont là. Comment je faisais? Comme je pouvais. Comme je pouvais. Il y a des fois où j'étais dispo, donc j'accompagnais les enfants, j'accueillais, je pouvais driver un peu la fin de journée comme ça. Il y a des fois, je ne pouvais pas. Et donc là, effectivement, à ce moment-là, je suis repartie sur de vieux schémas de mon enfance, c'est-à-dire je suis repartie sur des violences éducatives quand je ne pouvais plus. Et ça, aujourd'hui, j'en parle librement dans le sens où j'en ai conscience, j'ai accepté que je suis passée par là. Mais ce que je trouve d'important, c'est que j'ai aussi accepté que c'était un signal finalement aussi que ma santé mentale m'envoyait en me disant, là, il y a un ou plusieurs de tes réservoirs qui sont vides, il va falloir faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc oui, je suis repassée par des comportements violents par les mots, des comportements violents par les gestes. Et finalement, quand je voyais que j'en arrivais là, je disais non, là, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je remette un peu d'ordre par rapport à tout ça. Et donc, ce qui m'a permis aussi de mettre en place des choses pour répondre à mes besoins, ça a été d'accepter aussi en fait que zéro culpabilité de temps en temps les mettre à l'étude ou à la garderie le soir pour qu'au retour de mon travail à ce moment-là, j'ai peut-être 1 heure où je peux souffler, où je peux aller faire des courses sans avoir les 3 enfants avec moi, où je peux juste écouter de la musique ou même juste ne rien faire en fait, ou regarder un bout de série avant du coup d'être de nouveau disponible pour mes enfants, quoi. Voilà, zéro culpabilité aussi de faire juste des frites à réchauffer au four et des crêpes au jambon. Voilà. Et je crois qu'à un moment donné aussi, je me suis autorisée à lâcher aussi sur des choses, lâcher sur une éducation alimentaire hyper équilibrée, sur les trucs bio, sur, sur les écrans aussi. J'ai accepté de lâcher à un moment donné là-dessus, mais j'ai accepté de lâcher sur des choses parce que je me suis dit aussi que c'était temporaire. Je savais que c'était temporaire et je savais qu'on allait pouvoir repartir après sur autre chose. Mais à ce moment-là aussi, je me dis, non, mais là, j'ai vraiment besoin, j'étais en mode survie, quoi. Parce que mon ex-mari, le papa d'enfant, avait laissé, on était en condition dégradée, quoi. D'accord. Donc, voilà. Donc, on fait avec les moyens qu'on a à ce moment-là. Ça m'est aussi arrivé d'être en pleurs, littéralement, parce qu'en fait, j'avais accumulé plein de merde en fin de journée. Et les enfants, ça débordait de partout au niveau des émotions. Et moi, j'étais aussi débordée. Et en fait, de pleurer aussi devant eux parce que j'y arrivais plus, quoi. Donc ça aussi, je trouve que c'est important qu'ils voient aussi qu'à un moment donné, maman, en fait, c'est pas Superwoman, quoi. Et qu'elle a aussi des émotions et qu'à un moment donné, il y a des comportements qui ont aussi des conséquences sur moi. Et alors, on en revient après, on y reparle dessus à froid avec mes enfants. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en place depuis qu'ils sont petits. Beaucoup communiquer là-dessus, sur nos émotions, nos ressentis, tout ça, de faire une sorte de débriefing, quoi, entre nous. Et voilà, et par exemple, au moment du coucher, se prendre un temps, et voilà, tout à l'heure, moi, je me suis mise à pleurer parce qu'il s'est passé ci, ça m'a fait du mal quand j'ai vu ça, ou je suis fatiguée de voir que ça faisait 15 fois que je demandais ça. Voilà. Et ça aussi, j'ai beaucoup cheminé là-dessus. Voilà. Et j'ai fini aussi par accepter que j'avais besoin d'aide d'un point de vue de ma santé mentale. Et donc, j'ai mis en place un suivi perso, quoi, avec une psychologue que je continue d'avoir d'ailleurs de façon beaucoup plus espacée qu'à cette époque-là. Mais à cette époque-là, je la voyais 2 fois par mois, ouais. Parce que j'en avais vraiment besoin. C'était ma bulle aussi d'oxygène, quoi. Moi, je trouve c'est important. Alors, t'as dit plein de choses importantes, hein. Très clairement, là, sur ce passage. Merci de les avoir dites. Mais tu vois, ce côté, j'ai pleuré devant mes enfants, mais tant mieux. Mais tant mieux. Parce que ça, c'est quelque chose, tu vois, petite parenthèse, éducation positive, ce qu'on veut. Mais si on part du principe, comme on le dit avec André Stern, que nos enfants deviennent tels que nous les voyons et ils deviennent tels qu'ils nous voient. Mais en fait, leur permettre de voir qu'un adulte, un parent, pleure, qu'il a une limite et que c'est OK de pleurer et que c'est bien de laisser sortir, c'est lui donner l'opportunité justement de comprendre que ah ben moi aussi je peux. Voilà, quand je suis débordé, il y a peut-être ça aussi comme solution, y compris quand je serai adulte. C'est ça. Je trouve que la grande difficulté dans ces moments-là, la très très grande difficulté, parce que tu sais, on parle de CNV, d'utiliser le jeu. C'est quand tu lâches et que tu pleures selon ton état émotionnel, c'est de pas sortir hein, tu me fais chier, tu me casses les couilles, c'est de ta faute, tu vois, et de dire je me sens comme si parce que tel comportement, tu vois, c'est-à-dire de rester neutre. Je trouve que c'est une grosse difficulté parce que d'un côté tu ouvres les vannes, c'est ça. Et d'un autre côté il faut maîtriser comment tu les ouvres, quoi. Et là je crois que ce qui fait la différence aussi effectivement c'est on est tous différents par rapport à ça. Et si pendant
voilà, on a eu un entraînement, qu'on a eu l'occasion de s'entraîner pendant quelques années, où on a une éducation soi-même en tant qu'enfant là-dessus. Effectivement, on a des automatismes de réponse là-dessus qui sont beaucoup plus ancrés. Moi, c'est vrai que par le biais de mon travail, j'avais des outils, mais clairement, à ce moment-là, j'étais la maman de mes enfants avec mes propres vulnérabilités, mes propres fragilités, mes propres émotions. Et voilà, et des trucs de tu me fais chier, j'en ai ras-le-bol de te voir, et tout ça. Moi, j'en ai sorti des trucs comme ça. Voilà. Par contre, c'est vrai que les outils que j'ai pu développer en termes de communication par le biais de mon travail et que j'ai pu appliquer dans ma vie personnelle fait que je suis revenue après, en fait, dessus, avec les enfants. C'est-à-dire qu'une fois la crise passée, on va dire, tout à l'heure, je me suis sentie comme ça. Et je n'aurais pas dû faire ça. Puisque c'est aussi quelque chose que je te demande. Je dis, voilà. Et on reprend. Et ça, je sais que c'est une phrase que tu dis aussi souvent et qu'on voit dans le livre de Haïm Ginott qui dit, voilà, toutes les émotions sont légitimes, mais tous les comportements ne sont pas acceptables. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi dit à mes enfants par rapport à moi, en disant, tout à l'heure, je me suis sentie comme ça. Oui, j'avais le droit de me sentir fatiguée. Par contre, je n'avais pas le droit de te parler comme ça, ou j'avais pas le droit de t'attraper le bras comme ça. Voilà. Et ça, je crois que ça leur a aussi, effectivement, je rejoins tout à fait ce que tu disais, montré aussi un exemple, puisque je vois qu'aujourd'hui, mes enfants, quand il y a eu des gestes qui n'étaient pas OK entre eux, par exemple, au sein de la fratrie, et ils y reviennent assez spontanément, ou même quand nous, on a un conflit, et qu'il y a des mots qui ont débordé. Je pense notamment à un de mes enfants, une de mes filles, qui s'est vraiment saisie de ça. Elle y revient vraiment spontanément d'elle-même. Elle dit, maman, voilà, je te demande pardon pour tout à l'heure. J'ai dit ça, je n'aurais pas dû, parce que je vois que, voilà. Et elle est dans cette démarche de reconnaître, en fait, d'avoir cette forme aussi d'humilité, de reconnaître qu'il y a eu, enfin, de prendre ses responsabilités aussi par rapport à un comportement qu'elle a eu, des choses qui ont été blessantes. Et du coup, voilà, aujourd'hui, donc là, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est séparés avec le papa des enfants. Avec le recul, je me dis ils ont su aussi se saisir de certaines choses de cette période-là. Je pense qu'en effet, tu as tout à fait raison, c'est important de savoir y revenir. Et c'est important de leur montrer cet exemple-là. Moi, je vais, puisqu'on est là-dessus, sur les moments où on dérape, où on craque, où on a des comportements qu'on n'aimerait pas avoir, moi, je vais vous dire comment moi je fais. C'est une question qu'on me pose très souvent sur les réseaux. Parce que bien sûr que des fois, je suis débordé. Alors, c'est vrai que j'ai la chance dans mon parcours d'avoir des techniques qui me permettent que ça arrive très rarement. Mais en fait, moi, j'utilise une espèce de CNV adapté, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que sur le moment, bon, ça sort comme ça sort. Je ne sais pas quelle situation. Et après, si tu veux, quand je vais revenir dessus, je vais dire, tout à l'heure, j'ai ressenti ça. J'ai eu tel comportement ou j'ai dit tel mot. J'aurais préféré dire autre chose. Tu vois, en fait, je vais pas sur la notion de droit ou pas. J'aurais préféré dire autre chose juste pour montrer que c'est à ma main. Tu vois, que c'est pas quelque chose Oui, je comprends. qui est opposé par l'environnement. J'aurais préféré dire autre chose. Et la prochaine fois, je compte bien y arriver. Oui. Tu vois, pour montrer l'idée de processus et oui, d'effort. c'est ça. Et oui, et progression. Tu vois, et que et tu vois, c'est ce fameux encore. Oui. Je n'y arrive pas encore. Oui. Quand je suis dans cet état-là, à avoir tel comportement, mais je vais y arriver. C'est ça. Et c'est vrai que cette communication est très intéressante parce que derrière, alors moi, ma fille, elle a 4 ans, hein, elle n'arrive pas à activer ça toute seule. Mais si tu veux, derrière, en fait, c'est tellement ancré, elle et moi, dans nos rapports, que quand je vois qu'elle déborde, quand je vois qu'elle a un comportement et qu'on a déjà parlé, tu vois, on pourrait dire, ah, putain, à chaque fois, tu me saoules, tu te comportes comme ça. Maintenant, si tu veux, si moi, je suis pas débordé, ça me permet de la prendre dans mes bras et lui dire, tu te rappelles ce qu'on s'est dit la dernière fois, ma chérie, quel comportement tu voudrais avoir? Ah oui, c'est comme ça que je voulais réagir. Est-ce que tu penses que tu peux y arriver? Non. Ok, très bien. Peut-être la prochaine fois. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance tranquillement. C'est ça. Moi, ce que j'ai envie de dire à toi, comme aux parents, c'est à un moment, tu vois, par rapport aux trucs sur lesquels tu as lâché, à la bouffe, aux écrans, à tout ça. Moi, je pense qu'à un moment, la question qu'on a en droit de se poser quand on connaît le développement de l'enfant, la santé de l'enfant, c'est sur une période donnée. C'est ça. Tu vois, sur une période c'est de donnée, recontextualiser, en fait. Voilà. C'est pas toute la vie. On n'est pas en train de dire que toute la vie, les enfants, on va les laisser devant des dessins animés 6 heures par jour. Non. Je grossis le trait à dessin. Hein. Bien sûr, je dis pas que Marion fait ça ou faites ça. Non. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on a le droit de se reconstruire. Et je pense que la question qu'il faut oser se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux que mon enfant ait une maman qui l'aime, qui a les comportements qu'elle veut le plus vite possible, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il ne regarde pas 1 heure de dessin animé par jour? Je pense qu'il faut mettre ça dans la balance. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, et même si on sait que potentiellement, bon, là je prends tu des écrans, mais ça pourrait être la bouffe, ça pourrait être n'importe quoi. Oui. Même si on sait que en sortir ça va entraîner potentiellement des crises, bon, on sera aussi plus à même de les encaisser ces crises. C'est ça. Tu vois. Complètement. Oui, je crois que c'est une question. Enfin, moi je dis parfois c'est
de choisir ses combats. Exactement. Et voilà, et finalement, je me suis dit, moi, à ce moment-là, j'ai mon réservoir d'énergie vitale qui est en mode rouge, quoi. Je suis en réserve. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me préserver quand même ce tout petit bout d'énergie qui me reste pour finir la journée de façon correcte, en fait, quoi. Voilà. Tu vois, dans tout mon travail thérapeutique aussi, là, sur cette phase-là, ce que j'ai accepté aussi, c'est de me dire que c'est normal que, en étant au quotidien, concret, hein, seule avec 3 enfants, je me retrouve régulièrement à sec parce qu'en fait, on n'est pas configuré pour Bien ça. sûr. Mais tu vois, le problème, c'est que, et ça aussi, c'est un message que je voulais faire passer, c'est on a encore beaucoup, alors quand je dis on, c'est la société, et des fois, je m'inclus dedans aussi, hein, dans des réflexions et de jugements qu'on peut avoir, de se dire, ah oui, mais quand même, c'est la mère qui doit gérer, ou c'est le parent qui doit gérer. Et par exemple, moi, j'ai déjà reçu des phrases du style enfin, tes 3 enfants, tu les as voulu quand même. Hein, ou t'as quand même choisi de te séparer. Donc, à un moment donné, il faut assumer. C'est horrible. Ouais. Donc, effectivement, et donc, quand ça c'est répété, tu finis par te dire, oui, s'ils les disent, non, mais puis t'as une espèce de dissonance. Tu te dis, non, moi, je sens bien que c'est pas comme ça. Et de l'autre, t'as l'environnement qui te renvoie ça. Et je trouve que ça vient alimenter cette culpabilité maternelle que déjà on se met un peu tout seul. Voilà. Et en se disant, ouais, allez, il faut que j'assume, je suis la maman, je l'ai voulu cette situation. Alors non, c'est pas que j'ai voulu. Enfin, je veux dire, moi, dans l'absolu, je veux dire, quand je me suis mariée avec le papa des enfants, je n'ai jamais projeté que j'allais me séparer, j'allais vivre après séparée de lui. Jamais. Enfin, c'est pas dans le projet de vie. Il se trouve que la vie, on en est arrivé à ce chemin-là. Bon, mais point, c'est comme ça. Et qu'au contraire, même, tu as eu le courage de le faire. Enfin, vous avez eu le courage de le faire. C'est ça, qu'à un moment donné, quand on n'est plus heureux ou qu'il y a des choses qui ne vont plus, c'est tout. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose que j'ai mis longtemps à accepter, de me dire que, en fait, à un moment donné, si j'arrive pas, c'est normal, ça s'explique. C'est pas que je suis une mère en carton, c'est pas que j'ai pas assez d'énergie ou je sais pas quoi. C'est qu'en fait, on n'est pas configurés, nous, les êtres humains, pour qu'il y ait un adulte qui réponde tout seul aux besoins primaires de ses enfants. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai commencé à plus facilement aussi demander de l'aide à mes parents, à l'école, à des parents du club de sport où aller avec des enfants, à des amis sur place que je me suis aussi créé. Enfin, voilà. Et d'accepter aussi que parfois, j'allais me tromper, que parfois, j'allais oublier des trucs, un mot pas signé. Voilà. Ça aussi, j'en ai eu de la part de l'école. Vous avez encore oublié de signer votre fils ou votre fille, elle avait toujours pas le truc. Ouais, désolé, ça, hier soir, j'ai eu à gérer ça, j'ai à gérer ci, il a fallu que je gère ça par rapport à mon boulot, par rapport à autre chose. Et ça aussi, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, cette fameuse charge mentale. C'est-à-dire qu'on est tout seul à absorber tous les trucs à penser. Ouais, exactement. Tu trouves que ça, du coup, c'est quelque chose qui t'a fait sentir incompétente dans ces propositions relationnelles-là ? Oui, clairement, d'avoir ce genre de phrases-là à différents niveaux, ou même, tu vois, je crois qu'un des trucs qui m'a beaucoup touchée à force, quoi, je jure, c'est quand je venais récupérer mon fils, la première année après la séparation, c'était quand je récupérais, donc il me faisait une décharge émotionnelle à peine j'arrivais en fait à l'école. Et voilà, ou devant l'école, et avec des phrases, alors qui n'étaient pas mal intentionnées, enfin, ne voulaient pas blessantes par intention. Et voilà, dit-il, dis donc, t'es comme ça que quand il y a maman, hein. Ou, oh là là, c'est bizarre, il t'a pas été comme ça avec nous aujourd'hui. Alors que c'est normal. Alors voilà, c'est ça. Et voilà, et j'avais beau, tu vas me mettre mes filtres pro en me disant, Marianne, tu le sais, t'es sa figure d'attachement, il vient décharger avec toi, il est en confiance. J'avais beau me redire tout ça, mais à un moment donné, en fait, le barrage, il cède. Et toi aussi, t'es épuisé. Et c'est à ce moment-là, quand je suis rentrée aussi, je veux dire, mais en fait, merde, quoi, ras-le-bol, comme on disait ça. Genre, je suis pas au courant que ça se passe comme ça. Genre, je vois pas. En fait, si, je sais. Mais bien sûr que je le vois. Le problème, c'est qu'à un moment donné, même, ça a fini par développer un système de défense chez moi. C'est-à-dire que j'avais même peur d'aller récupérer mon fils à l'école. J'avais peur de l'amener toute seule chez le médecin ou en course ou quoi. Parce qu'en fait, je savais que j'allais prendre ce genre de remarques. Voilà. Et ça a été vraiment compliqué à vivre, quoi. J'essaie d'imaginer. Je voulais juste revenir sur le fait de se séparer. Par rapport aux phrases que je pouvais recevoir, ouais, t'as choisi de te séparer, ceci, cela. Encore une fois, sans rentrer dans les détails, c'est pas ça. Je voulais juste dire aux personnes qui nous écoutent que le choix de la séparation, et je suis extrêmement bien placé pour en parler, c'est aussi donner une chance à vos enfants, de leur proposer des exemples relationnels sains.
C'est ça. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est que j'entends les gens qui disent on se sépare pas pour les enfants, mais en fait, rester ensemble pour avoir des parents qui s'écharpent, qui s'engueulent. Si vous pensez que les enfants le voient pas, ils le voient, ils l'entendent. Et encore une fois, c'est quelque chose que moi j'ai vécu personnellement pendant 35 ans de ma vie. Et donc voilà, c'est quelque chose qui laisse des traces. Et je pense que même s'il n'y a rien de parfait, que les choses soient claires, mais je pense que voir deux adultes qui sont capables de dire là, on n'est pas heureux, on n'est pas bien, on va mettre fin à cette relation et on va quand même prendre nos responsabilités parentales. Je pense que c'est un excellent exemple de vie. Avant, je disais à un ami, je pense qu'il vaut mieux deux parents séparés qui se respectent que deux parents ensemble qui se détestent. Ouais. Voilà, et vraiment, dernier petit tips quand même qui est important et qu'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages de psychologie sur le sujet, c'est que peu importe la situation, aussi dur que la situation soit au moment de la séparation dans le couple, pour vous ou quoi que ce soit, pour les enfants, toujours parler positivement de l'autre parent. Ah oui. Même, tu vois. Oui. Mais j'entends le challenge. Hein. Oui, c'est ça. Je confirme. Surtout quand ils se remettent en couple, quoi, voilà, peut y avoir des. En fait, c'est ça, ou même parfois dans des choix. Tu vois, dans des choix éducatifs ou des choix de sortie ou de même, tu vois, je sais pas, de montrer tel film alors que nous, je vais dire, ah ben non, pas avant tel âge. Enfin, tu vois, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai toujours appliqué. C'est-à-dire que même si effectivement, je n'étais pas toujours d'accord parfois avec certains choix, quels qu'ils soient, que pouvait faire le papa de mes enfants, j'ai toujours fait en sorte, en fait, de ne pas abîmer l'image qu'ils ont de leur père et de ne pas apporter de jugement de valeur sur ces choix. Voilà. Après, moi, je me plaçais plus en d'accord, papa, il a fait ce choix-là, peut-être que lui, il pense ça comme ça, ce n'est pas mon avis ou ce n'est pas mon choix. Mais vraiment parler en termes de choix personnels et non pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est moins bien, c'est voilà. Même si ça fait un peu chier, là. Même si... Mais bien sûr que parfois, des fois, on se dit t'as envie de t'étouffer un peu sur des trucs. Mais c'est comme ça. Non, tu ne peux pas manger le Nutella, même le pot. Non, Donc, chez papa, je peux. Bah, écoute, voilà. En fait, voilà. Et ça aussi, ça, c'est un point pareil qui me semble important, c'est de pouvoir aussi, déjà, à soi en tant qu'adulte, déjà de se dire, voilà, il y a les règles comme ça chez moi, chez maman ou chez le parent A, c'est comme ça, chez le parent B, c'est autrement. Et chacun ses règles en fonction de sa maison. Et quand c'est clair pour les adultes, ce sera clair aussi pour les enfants. Et ça, c'est vraiment important. Enfin, ça rejoint un des principes premiers par rapport à dans la théorie de l'attachement sur la sécurité affective, c'est la prévisibilité, quoi. Voilà. Quand c'est prévisible, quand c'est clair et tout ça, ça sécurise les enfants. Et donc, quand ils savent que chez le parent 1, ça se passe comme ça, et le parent 2, ça se passe comme ça, et que c'est répété, ritualisé, etc., c'est ancré. Je rebondis juste sur ce que tu disais effectivement tout à l'heure par rapport au conflit et tout. D'ailleurs, pour ceux qui veulent creuser un peu plus loin sur le sujet, dans un des derniers livres sur l'attachement d'Antoine et Nicole Guédonné, il y a un chapitre qui est consacré au divorce et aux conflits parentaux. Et effectivement, donc c'est un condensé de différentes études qui ont été menées sur le sujet. Et c'est effectivement mis en avant que c'est pas tant la séparation en tant que telle qui peut impacter de façon intense, voire traumatique les enfants. C'est quand il va y avoir des conflits parentaux. Voilà. C'est quand il y a vraiment beaucoup de conflits, de la violence verbale, la violence physique, quand les parents se retrouvent eux-mêmes avec une insécurité importante et que donc ils n'arrivent plus à investir un caregiving adapté. C'est ça en fait qui va poser problème. Donc voilà, après, forcément ça fait des vagues. Je veux dire, une séparation, c'est quand même un tsunami, c'est pas rien. Ça déstabilise émotionnellement les adultes. Il faut accepter qu'effectivement ça va prendre du temps par rapport à ça. Mais après, on retrouve, après, les vagues s'apaisent et ensuite, on peut retrouver peut-être plus facilement une façon de fonctionner, déjà soit dans sa maison et ensuite chez l'autre aussi, quoi. Alors, on parlait du regard de la société vis-à-vis de l'école, je suppose aussi peut-être d'autres parents quand même. C'est des remarques, ça au niveau des autres parents, t'as eu des remarques peut-être aussi d'autres femmes qui... Des gens qui disent, moi j'ai entendu des trucs horribles hein, sur des séparations dans le milieu professionnel. Si tu veux, je revois et j'entends
des gens, tu vois, discuter entre collègues et puis dire mais de toute façon, c'est qu'elle doit pas bien s'occuper de son homme. Alors, bien sûr, dans l'autre sens aussi. Ah, mais de toute façon, voilà, à force de rentrer tous les soirs en passant par le bar, ça c'était un autre collègue. Bah ouais, mais tu vois. Et donc, en fait, les gens spéculent et tout. Est-ce que toi, c'est un poids que t'as ressenti Alors, un peu au niveau, on va dire, dans la sphère familiale. D'accord. Voilà, des fois, effectivement, je pense qu'il y a pu avoir des mots, des jugements sur ce choix de séparation. Je pense impulser, enfin ces réflexions-là qui ont pris racine sur une incompréhension peut-être de cette décision-là, ou voilà, ou en tout cas après. Je me souviens d'une fois aussi avoir une conversation avec quelqu'un de mon entourage comme ça et qui avait un peu ressorti des vieux dossiers sur des choses passées, et en gros qui pouvaient trouver normal de justifier bah oui, mais c'est normal que ça soit séparé parce que non mais en fait stop, ça nous concerne nous, voilà. Et pareil, alors pour les enfants, bon, j'allais dire effectivement c'est maintenant on le sait, c'est important de le dire, mais je le redis quand même, que, voilà, de pouvoir dire aux enfants ce n'est pas à cause de vous. Voilà, vous les enfants, ce n'est pas à cause de vous qu'on ça. C'est de bien expliquer. Moi j'avais fait des dessins. Et je sais que le papa des enfants avait fait pareil. On avait dessiné chacun de notre côté, on avait symbolisé l'amour qu'on avait pour nos enfants et la place qu'ils avaient dans notre cœur et la place qu'avait en fait l'autre dans notre cœur. Et on a vraiment expliqué que c'était deux compartiments différents entre l'amour qu'on a pour l'autre parent et pour le papa ou la maman des enfants et l'amour qu'on a pour ses propres enfants. Mais ça, tu vois, par exemple, c'est un truc, moi, qui depuis que je suis papa, alors c'est un truc qui m'avait déjà travaillé avant, mais c'est quelque chose vraiment où je me rends compte, mais qu'est-ce qu'on a foutu dans la langue française d'avoir le même mot pour parler de l'amour. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas du tout le même sentiment, en fait. Oui. Enfin, tu vois, moi, quand ma fille est née, j'ai ressenti un truc totalement nouveau, inconditionnel, extrêmement puissant. Ça n'a rien à voir pour moi, tu vois. Oui. Alors que l'amour que j'ai pour ma compagne, aussi merveilleuse soit-elle, est quand même très conditionnel. Je veux dire, c'est quand même conditionné à certaines fonctions et interactions qu'on a ensemble. Bien sûr. Donc, je trouve ça dingue. Et tu m'évoquais aussi que dans la catégorie jugement, il y avait un sujet par rapport au fait de louer un logement, par exemple, où on te considérait comme une cassos pas fiable avec peu de revenus et qui se traîne 3 gamins. Oui. Ça effectivement, du coup, je fais le lien avec la question précédente. Finalement, là où j'ai eu des jugements, je pense, les plus durs, ça a été quand j'étais confrontée à aller chercher un nouveau logement. Ça, clairement, quand j'ai fait les agences immobilières, à partir du moment où déjà je disais que j'avais 3 enfants, on commençait un peu à faire la tête. Et qu'en plus, je disais que j'étais toute seule et que j'avais un mi-temps en CDI, il me dit un mi-temps? Il dit, mais vous allez payer comment? J'ai dit, en fait, j'ai quand même une pension alimentaire en plus et j'ai aussi les APL. Ah non, mais ça, on compte pas ça. Voilà. Et à chaque fois, la réponse était, ah non, mais ça, la pension alimentaire de l'autre parent et les aides, APL et tout ça, on les compte pas comme des sources de revenus puisque, effectivement, ça peut changer à tout moment. Et dans l'absolu, ils ont raison, enfin, parce qu'on voit effectivement que des fois, les conditions changent ou il y a des problèmes pour payer la pension alimentaire. Bon. Donc, je comprends ça. Mais le problème, c'est que en face, moi, à chaque fois, c'est ce qu'on me renvoyait. Donc, j'ai fait peut-être une dizaine d'agences immobilières. À chaque fois, c'était « ça va être difficile, madame. Je ne vous cache pas que là, vous n'avez pas un très, très bon dossier. » Voilà. Et en disant « ah ouais, 3 enfants, mais du coup... j'ai même eu une fois ça en disant « ah bon, mais ça va être difficile. Hein, mais... » Et presque le côté de se dire « mais en gros, mais vous êtes toute seule avec 3 enfants et un mi-temps. » Mais limite, c'était « mais pourquoi vous êtes partie ?» Pourquoi vous êtes séparés du papa? En gros, j'étais inconsciente. Mais genre, j'étais effectivement la nana qui se barrait avec ses 3 gosses sous les bras en mode je vais vivre d'amour et d'eau fraîche. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais alors déjà, vous savez pas en fait ma vie, vous connaissez pas ma condition. Donc, je peux. Enfin, c'est pas acceptable ce que vous dites là. Ouais, mais tu vois, je trouve que ça montre bien aussi dans l'esprit commun de la société et du coup dans l'esprit des femmes qui restent. Oui. Que c'est pas si simple, parce que quand on dit aux femmes mais pourquoi tu pars pas, mais pourquoi t'as qu'à partir, ouais. En fait parce que je pense que les femmes savent aussi que c'est pas si simple que ça. C'est ça. D'accord, donc je vais pas parler au nom des femmes, mais de tous les témoignages que j'entends, si tu veux, enfin des femmes
pas heureuses et qui restent soit qui trouvent des X ou Y raisons, motifs Bien sûr. pour rester, c'est aussi parce que je pense très sincèrement que vous savez, quand je dis vous, c'est les femmes, que ça va être la merde. Mais oui, parce que là aussi, je veux dire, on est aussi encore très conditionnés. C'est quand même beaucoup les femmes qui vont mettre entre parenthèses ou aménager leur carrière professionnelle pour être plus disponible pour les enfants. Et que oui, enfin, je veux dire, pour être dispo pour les 3 enfants, pour mes 3 enfants, concrètement, je ne pouvais pas prendre un temps plein, etc. C'était pas possible, quoi. Je veux dire, financièrement, j'en avais besoin, mais concrètement, en termes de disponibilité pour mes enfants, que ce soit pour les rendez-vous médicaux, sans chez l'orthophonie, et la psychologue aussi, ils ont eu besoin à un moment donné. Enfin, je veux dire, tout ça, sans compter, il y en a un qui est malade à l'école, qui tombe. J'ai eu une arcade ouverte un jour, il fallait aller aux urgences. Enfin, bref, tout ça. Et j'étais toute seule, ça, à voir le gérer. Donc, effectivement, là-dessus, c'était compliqué. Mais en même temps, je me dis, mais est-ce que parce que c'est compliqué et que je n'ai qu'un mi-temps, est-ce que du coup, ça veut dire que je dois rester dans mon couple pour ça? Enfin, voilà. Et ça, vraiment, c'est un truc... je me souviens, alors ça remontait parce que ça doit... je crois que j'ai entendu cette phrase il y a un peu plus de 15 ans. Une femme de ma famille, a dit ça un jour. Alors, pour un autre contexte. Mais je sais parce que cette phrase-là m'a marquée. Et donc, une femme de ma famille a dit, de toute façon, une femme, quand elle part, c'est toujours pour quelqu'un. Et alors j'étais plus jeune à ce moment-là, et du coup, sur le moment, je me suis dit, je sais pas, enfin, tu vois, j'avais pas trop d'idées là-dessus. Et avec le temps, je me suis dit, putain, enfin, pardon, mais putain, quoi, ça veut dire qu'en fait, genre, elle peut pas partir pour elle, quoi. Une femme, à un moment donné, quand ça va plus dans son couple, dans sa vie de famille, j'en sais rien, genre, en fait, elle peut pas partir juste pour elle, pour ses besoins à elle. C'est genre, je sais pas, une femme, c'est une espèce de petit objet qu'on pose d'un rocher à un autre. Et en fait, juste, elle peut pas être autonome, quoi. Ça m'a, tu vois, après, les années après, ça m'a révolté. Pardon, ça doit s'entendre. Mais en fait, ça vient chercher 2 choses. Ça vient chercher. Alors là, je vais plonger dans les théories masculinistes, donc ne m'en voulez pas, mais que je travaille mes sujets aussi dans le côté obscur. Ça vient chercher dans 2 théories masculinistes. La première, c'est que les femmes sont vénales. Ouais, mais... D'accord, donc en fait, c'est pas que ton mec serait un connard ou autre, ou juste que vous ne vous aimez plus, c'est que tu veux plus. Et que lui n'est pas à ce moment-là en mesure de te fournir, et donc tu vas chercher un autre mâle. Et justement, en fait, deuxième théorie, c'est que tu comprends, c'est la nature. Mais c'est ça. La meuf, elle va déjà, enfin, apparemment, les femmes qui partiraient pour un autre, parce que ça arrive aussi, bien sûr, comme il y a des mecs qui partent pour d'autres, hein. Et il y a aussi des légendes urbaines là-dessus, mais ça serait parce que tu as trouvé un mec plus riche, plus beau, souvent, ou peut-être les deux. Voilà. Et qu'en fait, sauf que non. Alors, c'est faux. Et c'est pas parce qu'on va rencontrer des gens qui partent en effet à quelqu'un d'autre, homme comme femme, qu'il faut en faire des généralités. Et 2, ça, en effet, comme tu le soulignes, mais avec beaucoup de justesse, et je te remercie d'avoir pris ce sujet, on peut partir pour être bien, en fait. C'est ça. On a le droit de partir pour être bien. On a le droit de partir pour soi. Enfin, c'est ça. Ça, c'est quelque chose, effectivement, dans l'entourage, effectivement, familial, c'est aussi des choses. Il y a eu des spéculations dessus, en disant non, mais en fait, s'il faut, il y en a un des deux qui a trouvé quelqu'un, il y a eu de l'adultère, je sais pas quoi. Ben, en fait, on peut aussi faire le choix de se dire là, stop, nous deux, ça ne fonctionne plus. Et je pars aussi pour moi, pour prendre soin de moi ou pour autre chose de ma vie. J'ai envie d'autre chose, en fait. J'ai envie de répondre à mes besoins autrement. Enfin. Et puis c'est pas parce qu'il y aurait eu de l'adultère qu'on part pour vivre avec une autre personne. Mais non, mais c'est ça. Bon, mais voilà, cette projection-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette phrase, tu vois, elle est revenue en écho. Ouais, quand je me suis séparée, quand on s'est séparé avec le papa de mes enfants, et vraiment, j'ai trouvé ça très, très réducteur, et vraiment pour la femme, ça m'a beaucoup agacée. Il y a une autre question qui vient quand on parle comme ça de maman solo, du coup. Tu évoquais tout à l'heure le fait que c'était pas facile le soir d'être la seule décharge émotionnelle, d'accueillir les émotions de l'enfant. Mais justement, quand t'es seul après, quand t'es seul chez toi, surtout quand t'as été habitué peut-être à ne pas être seul, bah oui. Quand t'es seul chez toi, que du coup tu peux pas forcément trop bouger parce que t'as 3 gamins qui dorment, comment tu te sens? C'est dur. Ouais. Clairement, c'est difficile. Je crois que c'est
c'est une des choses qui m'a, avec toute cette difficulté d'accompagnement des émotions et du quotidien des enfants, je crois que c'est un des moments qui m'a apporté le plus de souffrance, c'est de se retrouver extrêmement seule. En fait, une fois les enfants couchés, une fois un bout de la maison rangé, si j'avais un peu d'énergie. En fait, c'est de dire, voilà, t'es le seul adulte qui reste là et t'as personne, en fait, avec qui tu peux discuter, converser de choses et d'autres, regarder une série. Et même, je crois qu'une des choses qui m'a le plus manqué en me retrouvant toute seule au quotidien, c'est du coup d'avoir zéro feedback, tu vois, sur la journée, sur des choix éducatifs, voilà, sur des décisions que j'aurais pu prendre. Et en fait, de me dire, je suis toute seule avec moi-même, quoi. Cette souffrance, vraiment, et je pèse mes mots en disant ça, c'est une vraie souffrance le soir pour moi de me dire, j'ai personne avec qui échanger, avoir un regard d'adulte sur comment s'est passée la fin de la journée, sur avoir quelqu'un aussi avec qui déposer mes propres émotions, qui comprendrait, qui aurait de l'empathie, qui me reboosterait un peu sur des choses. Et ça, je sais que ça a été très, très douloureux pour moi. Ouais, tout le temps où j'ai été seule, vraiment, ça a été très douloureux. Ouais, parce que j'imagine, hein, je ne connais pas, mais j'imagine qu'en effet, tu te retrouves avec tes doutes, Bien, avec c'est ça. c'est ça, c'est sans réassurance. Et même si tu appelles quelqu'un au téléphone, c'est quand même pas pareil, quoi. Alors, voilà, après, quand des fois c'était vraiment trop lourd, ça m'est arrivé d'appeler mon frère qui a vécu aussi, lui, une séparation. Donc, il était aussi passé par là. Donc, ça, j'ai pu en parler avec lui. Après, mes parents voilà, sont très présents. Donc, s'il y avait besoin, je pouvais aussi appeler. Mais effectivement, quand c'est ni le second parent de tes enfants, ni ton compagnon ou ta compagne de vie, ben, c'est pas la même chose, quoi. Voilà, c'est pas le même regard. Donc, j'ai eu quand même des personnes qui m'ont aidé à prendre du recul, à me remotiver, tu vois, à replacer le curseur quand je doutais effectivement là-dessus. Mais ça a été, oui, ce sentiment-là de solitude, ça a été très compliqué pour moi. Est-ce que tu penses que, parce qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui s'est un peu développé, est-ce que tu penses que des groupes de parole, même à distance, hein, tu vois, entre mamans solo, Oui. est-ce que c'est quelque chose qui toi, t'aurait aidé à ce moment-là? Je pense que ça doit exister dans la région où j'habite. Voilà. Le truc, c'est que je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans un conflit intérieur, enfin dans un, alors je sais pas si on peut dire conflit, en tout cas un questionnement particulier, c'est que j'étais à la fois maman en difficulté avec ses enfants et j'avais aussi la casquette parce que voilà, mon métier m'a quand même amené à me spécialiser dans l'accompagnement à la parentalité, le développement psychomoteur du tout petit, etc. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête à exposer dans un groupe ma vulnérabilité liée à ma condition du moment, parce que j'avais peur du jugement. Déjà qu'on me jugeait en tant que mère, j'avais peur en plus qu'on me juge en tant que professionnelle, me disant « Oh, dis donc, elle fait des formations là-dessus, elle parle des trucs de communication bienveillante et tout, et elle crie sur ses gamins. Oh !» Non, mais c'est ça. C'est ça. On a fait un super bonus accessible sur Papatriarcat Plus avec Héloïse Junier où elle raconte justement son quotidien. Donc Héloïse Junier qui est psychologue Oui, de développement et d'enfants, je me reconnais beaucoup dans ça. docteur en psychologie, Ouais. s'il vous plaît. Et du coup, en fait, et tout le monde sait à l'école qu'elle est docteur en c'est psychologie, ça. tout le monde sait dans les parcours EVA qu'elle est docteur en psychologie C'est du ça. développement. Et du coup, quand elle galère, en fait, elle a ce poids aussi qui est face à elle. Donc c'est vrai que je comprends assez facilement que ce soit pas facile. Pas facile. Tu sais, c'est comme quand sur les réseaux sociaux, moi, on me dit c'est marrant, ta fille, elle pleure jamais. Il n'y a pas de crise. Non. Tu t'énerves jamais. Ouais. Bah si. Si, c'est juste qu'en fait, on voit pas tout le temps. On voit pas tout le temps. Et puis en plus, très sincèrement, dans ces moments-là, j'ai pas la présence d'esprit de me dire oh, super, je vais faire une story de ma fille qui pleure. Non. Je me fais en mode selfie quand je suis en mode vénère. Tu vois, non, tu fais pas. Enfin, moi, ça me vient pas à l'esprit. Après, ouais. Voilà. Il y a un dernier sujet, Marion, qui est intime du coup, à aborder, c'est la vie intime quand on est parent solo. Alors avant justement de la vie intime, de parler de relations, d'avoir quelqu'un chez soi ou quoi, comment ça se passe justement pour relationner, pour rencontrer des gens, pour je sais pas, sortir boire un coup, comment on fait avec 3 gamins quand on est solo, du coup sans enfant, un week-end sur 2 et quelques semaines par an. Alors, bon, déjà, je me dis quand même que j'avais ces temps-là pour moi. Je sais que c'est pas le cas d'autres parents qui, du coup, eux, sont vraiment au quotidien tout seuls, ou il y a l'autre parent qui fait pas sa part de responsabilité sur les temps de garde, etc. J'ai jamais eu ce problème-là.
Voilà. Donc c'est vrai que là aussi, pour le coup, ça a mis une forme aussi de rituel pour moi, quelque chose de prévisible. Je savais que tous les 15 jours, j'avais quand même un week-end pour moi. Voilà. Donc sur ça, c'était quand même chouette d'avoir cette projection-là. Et c'est vrai que quand je lisais parfois sur Internet ou j'entendais des fois des témoignages, tout ça, de parents, quand après c'était l'autre parent qui avait la garde, et notamment, c'est que j'ai beaucoup lu de témoignages de maman là-dessus en disant « Oh là là, je suis dans cette espèce d'ambivalence de je suis contente, il n'y a pas les enfants, et en même temps, ils me manquent, la maison est vide, j'ose pas faire des choses sans eux, etc. » Alors moi, j'avoue, je n'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont été après, ils sont partis chez leur père et tout, mais très vite, je me suis dit « Wouhou !» Non, mais ce que je veux dire, c'est que très vite, en fait, je me suis dit « Cool, c'est un temps pour moi. » Et vraiment, je l'ai pleinement accueilli, tu vois. Et j'ai accepté ce temps-là. Et alors, très franchement aussi, en fait, au départ, j'étais en mode les hommes, je ne veux plus entendre parler de vous. Vous restez loin de moi. Et j'étais plus, tu vois, à restaurer, à réinvestir mon image de femme et enfin, non, je vais même dire mon image de Marion, moi, la personne que je suis, sans être une femme à séduire, une femme qui veut séduire, juste Marion, tu vois, de réinvestir ma personne. Et ça a été par passer l'après-midi devant Netflix, ou sortir boire un verre avec des copines, ou passer voir ma mère, passer voir mon frère, enfin, tu vois, faire d'autres choses, partir. Je sais que les premiers week-ends, en fait, je suis partie. Je suis partie voir des amis. Je pense notamment au week-end où je suis partie dans les Landes voir mon amie Laura. Enfin, il y a des choses où j'ai taillé la route, quoi. Tu vois, genre, je sors. J'avais besoin de sortir de ce quotidien-là. Voilà. Et au départ, j'ai vraiment eu besoin de me reconstruire en tant que Marion. Voilà. Et après, progressivement, alors c'est vrai que j'ai pas eu envie, tu vois, je me sentais tellement aussi insécurisée, fragilisée, tu vois, dans la relation et la relation aux hommes. C'est vrai que ça a été compliqué pour moi à restaurer. Mais par exemple, moi, je fais pas partie de ces personnes qui ont, par exemple, investi des applis genre comme Tinder, tu vois, ou sortir dans des bars, dans des boîtes et tout ça. J'ai pas fait ça parce que ça ne me parlait pas. Voilà, c'est pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Voilà. Et mon compagnon, voilà, devine que mon amoureux là aujourd'hui, je l'ai rencontré à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est un ami commun à ma cousine, quoi. Voilà. Et par le pur des hasards, elle était là à ce moment-là, donc. Voilà, et alors que je ne m'y attendais pas, je ne voulais pas rencontrer quelqu'un. Enfin, et la vie a fait que. C'est une belle histoire. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'était au moment où j'avais. En fait, voilà, je pense que j'ai pas du tout investi cette sphère-là de se dire, allez, j'en profite pour me faire plaisir, genre un mec de nouveau tous les week-ends et tout ça. Ou non, j'ai pas fait parce que j'en ai pas eu besoin. Enfin, moi, j'ai pas ressenti ce besoin-là en tout cas. Voilà. J'ai déjà besoin de me reconstruire et ensuite, voilà, de petit à petit ouvrir le champ des possibles en disant tiens, est-ce que tu pourrais laisser à nouveau dans ta vie entrer quelqu'un d'autre. Voilà. Et finalement, ça s'est fait sans même que tu le cherches. Complètement, parce que vraiment, je veux dire, les probabilités pour que les planètes s'alignent, pour qu'on se rencontre, lui et moi, ce week-end-là, c'était vraiment, ça a tenu à pas grand-chose. Hein. Je veux dire, ça tient un poil de cul. Non, mais voilà. Donc, et après, c'est vrai que d'avoir une vie après intime, retrouver ça, ça veut dire aussi qu'on peut réinvestir sa vie intime et sexuelle que quand on n'a pas les enfants. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. Après, il y a des parents que je connais qui ont fait d'autres choix. C'est-à-dire que quand les enfants sont couchés, d'inviter une fille, un garçon chez eux, peu importe, ou de faire garder par la mamie, tout ça, et de sortir. Donc, je crois que là-dessus, le tout, c'est de se respecter. Et quand je dis se respecter, c'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire c'est important de se respecter soi en tant qu'adulte, de respecter les enfants aussi, et de ne pas réactiver l'insécurité de tout le monde. En gros, c'est ça, quoi. Et la personne qu'on fait rentrer. Et la personne. C'est ça. Parce que pour le coup, moi, je sais que mon compagnon, ça a été quelque chose d'important pour lui. C'est-à-dire qu'avant même qu'il accepte qu'on commence à discuter, se voir, tout ça, il a vraiment réfléchi en se disant « Attends, mec, c'est quand même une maman de 3 enfants. » Donc ça, il a vraiment pris le temps de mesurer ça aussi. C'est-à-dire, c'est pas rien, quoi. Voilà. Est-ce que je suis prêt à rentrer dans leur vie ? Est-ce que je suis prêt à les faire aussi rentrer dans la mienne ? Parce qu'il y avait un gros package pour le coup. Là. Voilà. Et donc, après,
on se voyait tous les 15 jours et pendant les vacances scolaires. Voilà, quoi. Ça fera peut-être l'objet d'un nouvel épisode, du coup, si ton compagnon souhaite prendre la parole dessus. Je pense que ça pourrait être super intéressant qu'on fasse un petit épisode à 3 sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton parcours. Merci. Je pense que c'est important d'écouter les mamans solo, les mamans qui font le choix de se séparer, et aussi ça peut aussi bien se passer malgré des périodes de tempête. Merci beaucoup, Marion. Merci, Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.